Un prédateur qui dort sur votre canapé. Un animal dont le lignage remonte à plus de 30 millions d'années, dont les ancêtres chassaient dans des forêts tropicales qui n'existent plus. Le corps conserve, pratiquement intact, l'une des architectures de chasse les plus parfaites que l'évolution ait jamais produites. Votre chat domestique, cet être qui ronronne tandis que vous le caressez et qui ignore vos appels avec un dédain aristocratique, est le dernier maillon d'une chaîne évolutive qui comprend les félins à dents de sabre les plus redoutables de la préhistoire, les lions qui dominèrent 4 continents et les tigres qui régnèrent dans les forêts les plus denses d'Asie. Chers voyageurs du temps, nous parcourons aujourd'hui l'une des histoires évolutives les plus fascinantes du règne animal, l'ascension des félins. Depuis leurs origines, en tant que petits carnivores de la taille d'une genette dans les forêts de l'Éocène jusqu'aux superprédateurs du Pléistocène, en passant par l'extraordinaire histoire des dents de sabre qui furent pendant des millions d'années les carnivores les plus redoutés de la planète. Nous découvrirons pourquoi les félins sont, à bien des égards, les machines à tuer les plus raffinées que la nature ait créées, et pourquoi la même espèce qui se blottit aujourd'hui dans nos foyers partage plus de 95% de son génome avec un tigre de Sibérie. Avant de nous plonger dans cette histoire fascinante, dites-nous en commentaire quel est votre félin préféré, qu'il soit actuel ou préhistorique, et abonnez-vous à la chaîne pour nous accompagner dans les prochains épisodes vers certains des moments les plus incroyables de l'histoire de la Terre. L'histoire des félins ne commence pas avec les félins. Elle commence bien avant, dans un monde où les carnivores modernes n'existaient pas encore et où le rôle de prédateur mammifère était occupé par des animaux qu'il nous serait aujourd'hui totalement impossible de reconnaître. Pour arriver aux félins, il faut d'abord comprendre d'où surgirent tous les carnivores, et pour cela nous devons remonter au Paléocène, les premiers millions d'années après l'extinction des dinosaures. Après l'impact de l'astéroïde il y a 66 millions d'années, les écosystèmes terrestres étaient dévastés. Les niches écologiques qu'avaient occupées les dinosaures pendant plus de 160 millions d'années se vidèrent d'un coup. Et les mammifères, qui durant toute l'ère mésozoïque avaient été de petits animaux nocturnes relégués dans l'ombre, commencèrent à se diversifier à une vitesse extraordinaire pour combler ces vides. Parmi les premiers mammifères à évoluer vers un mode de vie prédateur se trouvaient les créodontes, un groupe qui durant le Paléocène et l'Éocène domina le rôle de carnivore terrestre dans une grande partie du monde. Les créodontes n'étaient pas de véritables carnivores, au sens moderne du terme. Ils appartenaient à un lignage distinct, sans lien direct de parenté avec les lions, les loups ou les ours actuels. C'étaient des prédateurs efficaces pour leur époque, dotés de mâchoires puissantes et de dents adaptées pour trancher la viande, mais il manquait de bon nombre des raffinements anatomiques qui feraient plus tard des véritables carnivores des machines de chasse aussi supérieures. Leur cerveau était relativement petit, leurs pattes n'étaient pas optimisées pour la course. Et leurs dents, bien que tranchantes, n'avaient pas développé la spécialisation extrême qui caractériserait plus tard les félidés. Les véritables carnivores, l'ordre des carnivora auquel appartiennent tous les félins, canidés, ursidés, mustélidés et hyénidés modernes, apparurent il y a environ 55 millions d'années durant l'Éocène précoce. Les premiers représentants étaient de petits animaux, de la taille d'une belette ou d'une genette, arboricoles et agiles, dotés d'un cerveau proportionnellement plus gros que celui des créodontes et d'une innovation anatomique qui marquerait à jamais l'histoire de ce groupe. La carnassière. La carnassière est une adaptation dentaire extraordinaire. Il s'agit d'une paire de dents, l'une supérieure et l'autre inférieure, modifiées de telle sorte que lorsque la mâchoire se ferme, elle fonctionne comme des ciseaux biologiques, tranchant la viande avec une efficacité qu'aucun autre type de denture ne peut égaler. Cette adaptation, en apparence simple, fut révolutionnaire.
Elle permit aux carnivores de l'ordre Carnivora de traiter la viande bien plus rapidement et avec bien moins d'efforts que les créodontes, libérant de l'énergie et du temps qu'ils pouvaient investir dans d'autres activités comme la chasse, la reproduction ou le soin des petits. Au fil des millions d'années suivantes, les véritables carnivores délogèrent progressivement les créodontes de toutes leurs niches écologiques. La carnassière fut l'arme secrète qui trancha le débat. Au sein de ce grand ordre Carnivora, il y a environ 50 millions d'années, se produisit une bifurcation fondamentale qui diviserait les carnivores en deux grands sous-ordres qui persistent jusqu'à aujourd'hui. D'un côté, les caniformes, qui finiraient par produire les chiens, les ours, les phoques, les morses, les ratons laveurs, les belettes et les loutres. De l'autre, les féliformes, qui donneraient naissance aux chats, aux hyènes, aux mangoustes, aux civettes et aux suricates. Les félins sont donc des féliformes. Mais au sein des féliformes, les véritables félins mettraient encore des millions d'années à apparaître. Peu de créatures préhistoriques ont captivé l'imagination populaire avec autant de force que les dents de sabre, et peu ont été aussi mal comprises. À commencer par l'essentiel, le prétendu tigre à dents de sabre n'était pas un tigre. Il n'était pas plus apparenté au tigre moderne que ne l'est n'importe quel autre félin. Les tigres actuels appartiennent au genre Panthera, aux côtés des lions, des léopards et des jaguars. Les dents de sabre appartenaient à une sous-famille entièrement distincte, les Machairodontinés, qui se sépara du tronc principal des félins il y a plus de 15 millions d'années et qui suivit son propre chemin évolutif durant tout ce temps. Les appeler tigres est aussi inexact que d'appeler les dauphins des baleines. Ce sont des parents, mais des parents éloignés ayant pris des directions radicalement différentes. Les Machairodontinés apparurent au Miocène et se diversifièrent en une variété de formes allant de prédateurs de la taille d'un lynx à des géants dépassant les 400 kilos. Mais tous partageaient une caractéristique définitoire, des canines supérieures démesurément allongées. Ces dents, chez les espèces les plus extrêmes, pouvaient dépasser 20 cm de longueur, se projetant bien en dessous de la mâchoire inférieure lorsque la gueule était fermée. C'étaient des structures stupéfiantes, aplaties latéralement comme des lames de couteau, dotées de bords dentelés chez certaines espèces, conçues non pas pour mordre et maintenir, comme le font les félins modernes, mais pour trancher et déchirer. La biomécanique de la chasse avec des dents de sabre était fondamentalement différente de celle des félins modernes. Un lion tue sa proie par une morsure d'asphyxie à la gorge ou au museau, utilisant la pression soutenue de ses mâchoires pour obstruer les voies respiratoires jusqu'à ce que l'animal suffoque. Un dent de sabre ne pouvait pas faire cela. Ses canines étaient longues, certes, mais aussi extraordinairement fragiles en comparaison de celles d'un félin moderne. S'il tentait de maintenir une proie qui se débattait violemment, il risquait de briser l'une de ses canines irremplaçables, une blessure pouvant s'avérer fatale à long terme en l'empêchant de chasser efficacement. Les études biomécaniques les plus récentes suggèrent que les dents de sabre utilisaient une technique radicalement différente. L'animal immobilisait d'abord la proie, probablement en la renversant par la force brute de ses membres antérieurs extraordinairement musclés. Une fois la proie au sol et relativement immobile, le dent de sabre ouvrait la gueule à un angle stupéfiant, atteignant chez certains genres jusqu'à 120 degrés et enfonçait ses canines supérieures dans les parties les plus vulnérables de la victime, le cou, le ventre, la gorge. Le coup était rapide, précis et dévastateur, conçu pour sectionner les principaux vaisseaux sanguins et provoquer une hémorragie mortelle en quelques secondes. Ce n'était pas une morsure, c'était un coup de poignard. Le plus célèbre de tous les dents de sabre est probablement le carnivore préhistorique le plus connu au monde après le Tyrannosaurus rex et Smilodon.
Ce genre vécut exclusivement dans les Amériques durant le Pléistocène, depuis environ 2,5 millions d'années jusqu'à il y a à peine 10 000 ans. L'espèce la plus grande, Smilodon populator, peuplait les plaines et les forêts d'Amérique du Sud et pouvait dépasser les 400 kilos, ce qui en faisait l'un des plus grands félins ayant jamais existé. Smilodon fatalis, un peu plus petit mais tout aussi redoutable, dominait l'Amérique du Nord et est surtout connu grâce aux extraordinaires découvertes de Rancho La Brea à Los Angeles, où plus de 2000 individus restèrent piégés dans des dépôts naturels d'asphalte au fil de dizaines de milliers d'années. Les fossiles de Rancho La Brea ont offert une fenêtre sans précédent sur la vie de Smilodon. L'énorme quantité d'individus découverts comprend des animaux de tous les âges et des deux sexes, ce qui a permis d'étudier leur croissance, leurs maladies, leurs blessures et leur structure sociale avec un niveau de détail impossible pour presque tout autre carnivore éteint. De nombreux squelettes présentent des blessures graves entièrement cicatrisées, des os brisés qui se ressoudèrent, des mâchoires fracturées qui se réparèrent, des hanches lésées qui guérirent. Un animal solitaire présentant des blessures aussi graves serait mort de faim bien avant de se rétablir. Le fait qu'ils aient survécu suggère que Smilodon vivait en groupes sociaux où les individus blessés étaient nourris par les autres membres du groupe, un comportement coopératif longtemps considéré comme exclusif aux lions parmi les félins. Mais Smilodon ne fut pas le seul dent de sabre, ni même le premier. La sous-famille des Machairodontinés produisit une diversité de formes au fil de plus de 15 millions d'années. Megantereon, un dent de sabre de la taille d'un léopard, fut probablement l'ancêtre direct de Smilodon et vécut en Afrique, en Europe et en Asie avant de traverser vers les Amériques. Homo therium, surnommé le dent de sabre à cimeterre, possédait des canines plus courtes et incurvées que celles de Smilodon et des pattes postérieures plus longues, adaptées à la course, ce qui suggère un style de chasse fondé sur la poursuite à longue distance plutôt que sur l'embuscade à courte distance. Homo therium fut extraordinairement prospère. Ses fossiles ont été retrouvés sur tous les continents sauf l'Australie et l'Antarctique, et il survécut jusqu'à il y a à peine 28 000 ans en Europe, ce qui signifie que les humains modernes coexistèrent avec des dents de sabre pendant des milliers d'années. Un fait qui surprend beaucoup de gens est que les félins à dents de sabre évoluèrent de manière indépendante non pas une ni deux, mais au moins 4 fois dans l'histoire des mammifères carnivores. Outre les Machairodontinés véritables, les Nimravidés, une famille de féliformes plus primitifs, développèrent des canines allongées par convergence des millions d'années avant les vraies dents de sabre. Les Barburophélidés, un autre groupe distinct, firent de même. Et même parmi les marsupiaux, Thylacosmilus, ce marsupial sud-américain que nous avons déjà évoqué dans d'autres vidéos de cette chaîne, développa des canines en sabre de manière totalement indépendante. L'évolution produisit la même solution encore et encore, dans des lignages distincts, sur des continents distincts, à des époques distinctes. Cela suggère que les dents de sabre ne furent pas une excentricité évolutive. Elles furent une réponse optimale à un problème écologique récurrent. Comment tuer des proies de grande taille lorsqu'on est un prédateur de taille moyenne ou grande ? Tandis que les dents de sabre dominaient les écosystèmes d'une moitié de la planète avec leurs crocs démesurés, une autre branche de l'arbre félin suivait un chemin bien plus discret, mais qui, à la longue, se révélerait infiniment plus fructueux. Les félins modernes, ceux qui conservèrent des canines de taille modérée et perfectionnèrent la technique de la morsure létale dans le cou, commencèrent à se diversifier il y a environ 10 à 11 millions d'années durant le Miocène tardif. Et ils le firent avec une vitesse et une créativité évolutive qui produiraient les 37 espèces de félins existant aujourd'hui dans le monde. La famille des Felidae, telle que nous la connaissons aujourd'hui, se divise en 2 grandes sous-familles, les Pantherina et les Felinae. La première comprend les grands félins rugissants.
le lion, le tigre, le léopard, le jaguar et le léopard des neiges. La seconde englobe tous les autres, du guépard au chat sauvage, du puma à l'ocelot, du lynx au chat domestique. La différence clé entre les deux sous-familles n'est pas la taille, comme on pourrait le penser, mais une structure anatomique spécifique, l'os hyoïde situé dans la gorge. Chez les panthérinés, l'hyoïde est partiellement cartilagineux, ce qui permet au larynx de bouger librement et de produire le rugissement profond et résonnant qui caractérise les lions et les tigres. Chez les félinés, l'hyoïde est entièrement ossifié, ce qui empêche le rugissement mais permet le ronronnement, cette vibration continue que tout propriétaire de chat reconnaît instantanément. C'est une ironie délicieuse. Les félins les plus grands et les plus puissants de la planète ne peuvent pas ronronner, et les plus petits et apparemment les plus inoffensifs ne peuvent pas rugir. L'évolution a choisi l'un ou l'autre, mais jamais les deux, et ce choix a des implications plus profondes qu'il n'y paraît. Le ronronnement se produit tant à l'inspiration qu'à l'expiration, ce qui signifie que c'est un son continu que l'animal peut maintenir indéfiniment. Il a été démontré que la fréquence de vibration du ronronnement, entre 25 et 50 Hz, stimule la régénération osseuse et la cicatrisation des tissus. Il est possible que le ronronnement ne soit pas seulement un signal de bien-être, mais un outil biologique d'auto-guérison que les petits félins développèrent comme adaptation à un mode de vie impliquant des chutes, des coups et des blessures fréquentes dans un environnement arboricole. Les études génétiques des dernières décennies ont révélé que les félins modernes se diversifièrent en 8 lignées évolutives principales, chacune regroupant des espèces apparentées ayant divergé à un moment précis du passé. La première lignée à se séparer fut celle du genre Panthera, il y a 10 à 11 millions d'années. Suivit la lignée du chat de la baie de Bornéo et du chat doré asiatique. Puis vint la lignée du caracal et du serval africain. Ensuite, les ocelots américains, les lynx, les pumas et les guépards, qui, de manière surprenante, sont plus étroitement apparentés entre eux que quiconque ne l'intuituerait en les observant. Les chats léopards asiatiques, qui comprennent le chat pêcheur et le chat du Bengale. Et enfin, la lignée du chat sauvage qui inclut le chat forestier européen, le chat des sables du Sahara et le chat domestique. Cette chronologie révèle quelque chose de fascinant. La majeure partie de la diversification des félins modernes se produisit dans un laps de temps relativement bref, entre il y a 10 et 3 millions d'années. Les fluctuations climatiques du Miocène tardif et du Pliocène, qui alternèrent périodes chaudes et refroidissement progressif, créèrent des mosaïques d'habitats changeants qui favorisèrent la spéciation. Les forêts se fragmentèrent, les savanes s'étendirent, les déserts avancèrent et reculèrent. Chaque changement environnemental isolait des populations, les obligeait à s'adapter à de nouvelles conditions et, avec le temps, les transformait en espèces distinctes. Les félins, avec leur immense plasticité adaptative, répondirent à chaque changement en produisant une nouvelle variante, une nouvelle solution au problème d'être un prédateur efficace dans un monde en perpétuelle transformation. Le résultat est une famille de mammifères extraordinairement diverses en taille mais extraordinairement conservatrice dans sa conception. Un tigre de Sibérie de 300 kg et un chat rouillé du Sri Lanka d'à peine 1 kg partagent la même architecture corporelle de base. Corps souple, pattes musclées, griffes rétractiles, vision binoculaire, mâchoire courte avec des canines pointues et des carnassières bas affûtées. La recette fonctionne à toutes les échelles, et elle fonctionne si bien que l'évolution n'a pas eu besoin de la modifier substantiellement en plus de 20 millions d'années. Les félins sont, en un certain sens, la preuve que parfois, la meilleure stratégie évolutive n'est pas d'innover, mais de perfectionner. Si les dents de sabre représentèrent l'apogée d'une stratégie évolutive extrême, les félins modernes du Pléistocène démontrèrent que la stratégie conservatrice
pouvaient être tout aussi redoutables. Il y a entre 2 millions et 10 000 ans, durant l'époque des grandes glaciations, les félins à canines normales atteignirent une diversité et une taille qu'il nous est aujourd'hui difficile de concevoir dans un monde appauvri par les extinctions de la fin du Pléistocène. Le roi incontesté des félins du Pléistocène fut le lion des cavernes européen, Panthera spelaea. Cet animal, malgré son nom, ne vivait pas dans des grottes. Il les utilisait occasionnellement comme refuge, mais son habitat principal était les immenses steppes ouvertes qui couvraient l'Europe et l'Asie durant les périodes glaciaires. Le lion des cavernes était nettement plus grand que n'importe quel lion africain actuel. Les plus grands mâles pouvaient dépasser 350 kg et mesurer plus de 2,50 m de longueur corporelle sans compter la queue. C'était le plus grand félin de l'Europe du Pléistocène et probablement l'un des plus grands prédateurs terrestres de son écosystème, rivalisant avec les ours des cavernes pour le sommet de la chaîne alimentaire. Les études génétiques ont confirmé que le lion des cavernes était une espèce distincte du lion africain moderne, bien qu'étroitement apparentés. Les deux lignages divergèrent il y a environ un demi-million d'années. Le lion des cavernes s'adapta au froid extrême des glaciations européennes, développant probablement un pelage plus dense et plus long que celui de ses cousins africains, bien que les représentations artistiques des humains paléolithiques, qui cohabitèrent avec ces animaux et les peignirent sur les parois de leurs grottes, montrent des lions dépourvus de la crinière proéminente des mâles africains actuels. Il est possible que le lion des cavernes n'eût pas de crinière, ou que celle-ci fut bien plus discrète que celle du lion moderne. Les peintures de Chauvet, en France, datées de plus de 36 000 ans, montrent des lions des cavernes au corps puissant et à la tête dépourvue de la couronne de poils que nous associons aujourd'hui instinctivement à l'image du lion. En Amérique du Nord vivait un cousin plus grand encore, le lion américain Panthera atrox. Ce félin qui peuplait l'Alaska jusqu'au centre du Mexique durant le Pléistocène fut possiblement le plus grand félin à canines normales ayant jamais existé. Certains spécimens dépassaient les 400 kilos. Son crâne était plus long que celui de n'importe quel lion moderne, et ses membres proportionnellement plus longs, ce qui suggère un animal adapté à la course dans les plaines ouvertes d'Amérique du Nord, peut-être avec un style de chasse plus proche de celui d'un guépard surdimensionné que d'un lion embusqué. Les fossiles de Rancho La Brea, le même gisement qui a livré des centaines de squelettes de Smilodon, contiennent aussi plus de 80 individus de lions américains, ce qui démontre que les deux superprédateurs coexistèrent dans les mêmes écosystèmes pendant des milliers d'années. La coexistence de Smilodon et du lion américain sur le même territoire est un sujet qui fascine les paléontologues. Comment deux prédateurs aussi redoutables pouvaient-ils cohabiter ? La réponse réside dans la partition de niches. Les analyses d'isotopes stables extraits des os des deux prédateurs suggèrent qu'ils chassaient des proies différentes. Smilodon, avec son corps robuste et ses bras extrêmement musclés, était spécialisé dans les proies grandes et lentes, bisons, chevaux, paresseux terrestres géants, chameaux. C'était un embusqueur qui renversait ses victimes par la force brute et les tuait de ses coups de canine. Le lion américain, plus agile et aux membres plus longs, chassait probablement des proies plus rapides, comme les cerfs, les antilocapres et les jeunes équidés, peut-être en groupe et à la course. Deux stratégies de chasse distinctes, deux types de proies préférées, deux niches écologiques complémentaires qui permettaient la cohabitation. Mais les grands félins du Pléistocène ne se limitaient pas aux lions et aux dents de sabre. Le guépard géant, Acinonyx pardinensis, parcourait les plaines d'Europe et d'Asie il y a entre 3 millions et 500 000 ans. Il était nettement plus grand que le guépard moderne, avec un poids estimé pouvant atteindre 90 kg contre 50 à 60 pour le guépard actuel. Ses pattes étaient longues et fuselées, son corps aérodynamique et sa colonne vertébrale extraordinairement souple, les mêmes adaptations qui font du guépard moderne l'animal terrestre le plus rapide du monde.
il est probable que le guépard géant fût tout aussi véloce, peut-être capable de dépasser les 100 km à l'heure sur de courtes distances, transformant en proie tout herbivore incapable de soutenir cette vitesse. Dans les forêts tropicales d'Asie, le tigre existait déjà durant le Pléistocène, sous des formes pouvant surpasser en taille les plus grands tigres de Sibérie actuels. Le tigre de Trinil, connu par des fossiles trouvés à Java, fut l'un des plus grands. Et sur les îles de la Sonde vécurent des formes insulaires plus petites, comme le tigre de Bali et le tigre de Java, qui survécurent jusqu'au XXe siècle avant d'être exterminés par la chasse et la destruction de leur habitat. L'histoire récente des tigres insulaires est un rappel brutal de la vitesse à laquelle les êtres humains peuvent détruire ce que l'évolution a mis des millions d'années à créer. Le jaguar, aujourd'hui confiné aux Amériques, eut durant le Pléistocène une répartition bien plus étendue. Ces fossiles ont été retrouvés en Europe et dans des zones d'Amérique du Nord où ils n'existent plus aujourd'hui. Le jaguar européen du Pléistocène précoce, parfois classé comme Panthera gombazoegensis, fut l'un des grands félins des écosystèmes interglaciaires européens. Et dans les Amériques, les jaguars pléistocènes pouvaient dépasser significativement la taille des individus modernes, avec des mâles atteignant probablement 150 kg ou davantage. Sa mâchoire, proportionnellement la plus puissante de tous les félins modernes, lui permettait de broyer les carapaces des tortues et les crânes des caïmans, une spécialisation alimentaire qu'aucun autre félin n'a développée. La diversité de grands félins du Pléistocène soulève une question inévitable. Pourquoi tant d'entre eux disparurent-ils ? Il y a 10 000 ans, le lion des cavernes s'éteignit. Le lion américain disparut. Smilodon s'évanouit. Le guépard géant s'était éteint un demi-million d'années auparavant. Homo therium, le dernier dent de sabre, s'éteignit en Europe il y a à peine 28 000 ans. De toute cette faune de super-prédateurs qui avait dominé la planète pendant des millions d'années, seuls les représentants modernes survécurent, et beaucoup d'entre eux avec des populations drastiquement réduites. Les causes sont les mêmes que celles que nous avons explorées dans d'autres vidéos de cette chaîne, une combinaison de changements climatiques à la fin du Pléistocène et d'expansion d'Homo sapiens sur tous les continents. Les grands félins dépendaient de la mégafaune comme source de nourriture. Lorsque les mammouths, les rhinocéros laineux, les paresseux géants et les chevaux américains commencèrent à disparaître, leurs prédateurs se retrouvèrent sans subsistance. Les félins qui survécurent furent ceux capables de s'adapter à des proies plus petites, à des habitats fragmentés et à la présence de plus en plus dominante des humains. Le lion africain, qui disposait encore des grands troupeaux d'herbivores de la savane, résista. Le tigre, réfugié dans les forêts denses d'Asie, persista. Le léopard, le plus adaptable de tous les grands félins, capable de chasser de la souris à l'antilope, survécut dans pratiquement tous les habitats d'Afrique et d'Asie. Mais les spécialistes, les géants, ceux qui dépendaient d'un monde de mégafaune qui avait cessé d'exister, disparurent à jamais. Aujourd'hui, il existe 37 espèces de félins sur Terre, réparties sur tous les continents sauf l'Antarctique et l'Océanie. C'est un chiffre qui semble généreux jusqu'à ce qu'on le compare avec la diversité qui existait durant le Pléistocène, lorsque des dizaines d'espèces de félins, tant à canines normales qu'à dents de sabre, partageaient les écosystèmes de toute la planète. Les 37 espèces actuelles sont les survivantes d'un élagage évolutif brutal qui élimina la majorité des lignages en à peine quelques milliers d'années. Et parmi ces 37 espèces, il en est une dont l'histoire mérite un chapitre à part entière, car sa relation avec les êtres humains a été unique, complexe et profondément transformatrice pour les deux parties, le chat domestique Felis catus. La domestication du chat est l'une des histoires les plus curieuses de toute la relation entre humains et animaux, car, contrairement à la plupart des domestications, elle ne fut probablement pas initiée par les humains. C'est le chat qui s'approcha de nous.
Il y a environ 10 000 ans, dans la région du croissant fertile du Proche-Orient, les premiers agriculteurs commencèrent à stocker des céréales en quantité significative. Ces greniers attiraient souris et rats en abondance, et les souris attirèrent les chats. Le chat ganté africain, Felis libica, l'ancêtre direct de tous les chats domestiques du monde, était un petit prédateur solitaire parfaitement adapté à la chasse aux rongeurs. Là où il y avait des souris, il y avait des chats. Et là où il y avait des chats, les souris diminuaient. Les humains remarquèrent l'utilité de ces petits chasseurs et commencèrent à les tolérer, à les nourrir et finalement à les apprécier comme compagnons. Ce qui est extraordinaire, c'est le peu que le chat domestique a changé par rapport à son ancêtre sauvage. Alors que les chiens ont été radicalement transformés par la sélection artificielle, produisant des races allant du chihuahua au dog allemand, le chat domestique conserve une anatomie, un comportement et un instinct de chasse pratiquement identiques à ceux de Felis libica. Un chat domestique relâché dans la nature peut survivre et chasser avec la même efficacité que son parent sauvage. C'est un prédateur fonctionnel déguisé en animal de compagnie. Son ronronnement, ses frottements, sa docilité apparente sont des adaptations sociales superposées à un substrat sauvage qui demeure intact sous la surface. Les analyses génétiques révèlent que la divergence entre le chat ganté et le chat domestique se produisit il y a entre 10 000 et 8 000 ans, coïncidant exactement avec le début de l'agriculture. Mais la domestication fut un processus graduel et probablement jamais complet au sens où nous l'appliquons aux autres animaux. Les chats ne furent jamais sélectionnés pour obéir, pour travailler, ni pour remplir des fonctions spécifiques comme les chiens. Ils furent sélectionnés, tout au plus, pour leur tolérance à la présence humaine et pour leur tempérament relativement calme. Tout propriétaire de chat sait que son animal conserve une indépendance et une autonomie qu'aucun chien ne manifeste. Ce n'est pas un défaut de la domestication, c'en est le trait définitoire. Mais l'héritage des félins ne se mesure pas uniquement en animaux de compagnie. Il se mesure à l'impact écologique qu'ils ont eu et continuent d'avoir sur les écosystèmes de toute la planète. Les félins sont des prédateurs apex dans la plupart des habitats qu'ils occupent. Ils régulent les populations d'herbivores, contrôlent l'abondance des rongeurs et des mésoprédateurs et maintiennent l'équilibre des écosystèmes par ce que les écologues appellent des cascades trophiques descendantes. Lorsqu'un prédateur apex disparaît d'un écosystème, les conséquences se propagent en chaîne vers le bas. Les herbivores se multiplient, la végétation se dégrade, l'érosion augmente, les communautés d'oiseaux et d'insectes se trouvent perturbées. La réintroduction de lynx dans certaines régions d'Europe et de jaguars dans des zones d'Amérique centrale a démontré que la présence d'un seul prédateur peut restaurer des écosystèmes entiers qui avaient dégénéré pendant des décennies d'absence. Cependant, le présent des félins est aussi un motif de préoccupation profonde. Des 37 espèces actuelles, la majorité sont menacées à un degré ou un autre. Le tigre, qui comptait il y a un siècle plus de 100 000 individus, a été réduit à moins de 5 000 à l'état sauvage, fragmenté en populations isolées qui luttent contre la perte d'habitat, le braconnage et la consanguinité. Le guépard a perdu plus de 90% de son aire de répartition historique. Le léopard des neiges survit dans les montagnes d'Asie centrale avec des populations qui pourraient ne pas dépasser 7 000 individus. Le lynx ibérique, le félin le plus menacé au monde pendant des décennies, fut sauvé de l'extrême bord de l'extinction lorsque sa population tomba en dessous de 100 individus au début de ce siècle, et seul un programme d'élevage en captivité extrêmement coûteux et coordonné est parvenu à élever ses effectifs au-dessus du millier. Le lion africain, cet animal qui durant le Pléistocène dominait 4 continents et dont l'image évoque la force, la royauté et la domination, a perdu plus de 80% de son territoire historique en à peine un siècle. Les populations d'Afrique de l'Ouest sont au bord de l'effondrement,
avec à peine quelques centaines d'individus fragmentés dans des réserves de plus en plus petites et isolées. Le lion d'Asie, qui en son temps parcourait de la Grèce à l'Inde, ne survit aujourd'hui que dans la forêt de Gir, dans l'état indien du Gujarat, avec une population d'environ 600 individus. C'est une espèce d'un seul lieu, un lignage entier dépendant de la survie d'une seule forêt dans un seul pays. L'ironie est accablante. Les félins, ces prédateurs qui, pendant 30 millions d'années, furent la réponse la plus aboutie de l'évolution au problème de la chasse. Ces animaux qui survécurent à des extinctions de masse, à des glaciations, à la disparition de la mégafaune, sont poussés vers l'extinction par la seule espèce qu'ils n'ont jamais rencontrée et contre laquelle ils n'ont aucune défense possible, nous. Les humains ne sont pas plus forts qu'un tigre, ni plus rapides qu'un guépard, ni plus agiles qu'un léopard. Mais nous avons quelque chose qu'aucun félin n'a jamais possédé, la capacité de transformer la planète entière dans un laps de temps si bref que l'évolution ne peut pas répondre. Il y a un aspect de la biologie féline rarement mentionné dans les documentaires, mais absolument fascinant, qui relie toutes les espèces du lignage, du tigre de Sibérie au chat domestique qui dort dans votre lit, la vision nocturne. Les félins possèdent l'une des adaptations visuelles les plus sophistiquées du règne animal, un système forgé par 30 millions d'années d'évolution pour fonctionner dans les conditions de luminosité les plus extrêmes. Derrière la rétine de chaque félin se trouve une couche de cellules réfléchissantes appelée tapetum lucidum, un miroir biologique qui renvoie la lumière ayant traversé la rétine pour qu'elle passe une seconde fois à travers les cellules photoréceptrices. L'effet est que chaque photon de lumière est exploité 2 fois, doublant la capacité de l'œil à capter des informations visuelles dans des conditions d'obscurité quasi totale. C'est la raison pour laquelle les yeux des chats brillent dans le noir quand on les éclaire avec une lampe torche. Cette lumière verte ou jaune que l'on voit réfléchie est le tapetum lucidum renvoyant les photons que la rétine n'a pas absorbés au premier passage. Mais le tapetum lucidum n'est qu'une pièce d'un système visuel bien plus complexe. Les pupilles des félins peuvent se dilater jusqu'à occuper pratiquement toute la surface visible de l'œil, permettant l'entrée de quantités de lumière qui détruiraient la rétine d'un être humain. Chez les petits félins, comme le chat domestique, la pupille se contracte en une fente verticale qui permet un contrôle extraordinairement précis de la quantité de lumière entrante, les protégeant durant le jour sans sacrifier la capacité de voir dans l'obscurité la plus absolue. Chez les grands félins comme le lion et le tigre, la pupille est circulaire, une différence que les biologistes pensent liée au style de chasse. Les prédateurs d'embuscade qui chassent à courte distance ont besoin de pupilles verticales maximisant la perception de la profondeur à faible distance, tandis que les prédateurs chassant en terrain ouvert bénéficient de pupilles circulaires offrant un champ visuel plus uniforme. Le résultat combiné de toutes ces adaptations est qu'un chat domestique peut voir avec une quantité de lumière 6 fois inférieure à celle dont a besoin un être humain. Un léopard chassant dans la nuit africaine perçoit son environnement avec une clarté qui équivaudrait pour nous à la pleine lumière du jour. Cette capacité n'est pas un accessoire, c'est la pierre angulaire de toute la stratégie de chasse féline. L'immense majorité des félins, grands comme petits, sont des chasseurs crépusculaires ou nocturnes. Ils chassent à l'aube, au crépuscule ou en pleine nuit, lorsque leurs proies sont en désavantage visuel et que la concurrence avec d'autres prédateurs diurnes est minimale. Les félins conquirent la nuit et cette conquête fut l'un des facteurs clés de leur succès évolutif durant 30 millions d'années. Une autre adaptation sensorielle qui mérite attention est celle des moustaches, ou vibrisses. Loin d'être un ornement esthétique, les vibrisses des félins sont des organes sensoriels d'une précision extraordinaire. Chaque vibrisse est insérée dans un follicule entouré d'un réseau dense de terminaisons nerveuses qui détectent les variations les plus infimes des courants d'air. Lorsqu'un félin se déplace dans l'obscurité,
Ces vibrisses agissent comme un système de radar tactile qui lui permet de percevoir la présence d'objets, de murs, de proies et d'obstacles sans avoir besoin de les voir ni de les toucher. La distance entre les pointes des vibrisses d'un chat correspond approximativement à la largeur de son corps, ce qui lui permet de savoir instantanément s'il peut passer par un espace étroit sans rester coincé. C'est un système de navigation qui complète la vision nocturne et qui fonctionne même dans l'obscurité totale, là où même le tapetum lucidum ne peut pas aider. Les félins possèdent aussi un sens de l'ouïe extraordinairement fin. Un chat domestique peut détecter des fréquences allant jusqu'à 65 000 Hz, plus du triple de la limite supérieure de l'audition humaine et nettement au-dessus même de la capacité auditive des chiens. Cette sensibilité aux ultrasons n'est pas fortuite. Les rongeurs, la proie principale de la plupart des petits félins, communiquent au moyen de vocalisation ultrasonique totalement inaudible pour les êtres humains et pour la plupart des autres prédateurs. Mais les félins les entendent parfaitement. Lorsqu'un chat semble fixer le vide avec les oreilles tournées vers un point invisible, il est probablement en train d'écouter les cris ultrasoniques d'une souris qu'aucun humain ne peut percevoir. Chaque sens du félin a été calibré par l'évolution pour détecter, localiser et capturer des proies avec une efficacité qu'aucun autre groupe de mammifères carnivores n'a égalée. Ce sont des machines sensorielles de précision enveloppées dans un corps de prédateurs parfait. L'histoire des félins est, au fond, l'histoire de la prédation perfectionnée. Depuis ce petit Proailurus qui grimpait aux arbres des forêts de l'Oligocène jusqu'au tigre de Sibérie qui patrouille aujourd'hui dans la taïga de la Russie orientale, l'évolution a produit, affiné et multiplié une même idée centrale, un corps conçu pour chasser. Griffes, rétractiles, vision nocturne, musculature explosive, réflexes ultra rapides, mâchoire létale. 30 millions d'années à perfectionner la même recette. Et cette recette fonctionne aujourd'hui exactement comme elle fonctionnait lorsque les premiers félins chassaient dans les forêts tropicales d'Europe. Lorsque votre chat se tapit derrière un canapé et bondit sur un jouet avec une précision millimétrique, il exécute le même programme moteur qu'un smilodon utilisé pour renverser un bison. Lorsqu'un léopard traîne sa proie jusqu'à la branche d'un arbre pour la protéger des charognards, il répète un comportement que son lignage pratique depuis des millions d'années. Lorsqu'un guépard atteint 110 km/h en une course de 6 secondes, il utilise une mécanique biocinétique que l'évolution a mis 10 millions d'années à construire. Les félins ne sont pas seulement des prédateurs. Ce sont des chefs-d'œuvre de l'ingénierie biologique, le résultat de l'un des processus de raffinement les plus longs et les plus implacables que la sélection naturelle ait jamais conduit. Les protéger n'est pas seulement une question de conservation, c'est une question de respect envers 30 millions d'années d'évolution. Chaque espèce de félin qui s'éteint est une bibliothèque d'adaptation perdue à jamais, une expérimentation biologique de millions d'années détruite en quelques décennies. Un monde sans félins serait un monde plus pauvre, plus déséquilibré et plus vide. Et le pire, c'est que ce serait un monde que nous aurions nous-mêmes créé. Si ce voyage à travers 30 millions d'années d'évolution féline vous a fasciné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains documentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime autant que vous découvrir l'histoire des chats, partagez cette vidéo avec cette personne. Rendez-vous au prochain voyage.